Sous le soleil brûlant du Sahel, un nom résonne plus fort que les tempêtes. Ibrahim Traoré. Là où d'autres négociaient des contrats, lui a renversé les tables, rendant aux Africains le droit de parler en leur propre nom. Comment un jeune capitaine du Burkina Faso a-t-il transformé un discours sur les mines en un manifeste pour la dignité du continent? Ce qui semblait un simple geste politique devient aujourd'hui une leçon d'indépendance que toute l'Afrique commence à répéter. Ce n'est pas seulement une alliance entre deux nations, c'est une renaissance entre deux consciences. Quand la présidente de Namibie a prononcé son serment de fraternité avec le Burkina Faso, le message dépassait la diplomatie. Il annonçait la fin d'un long sommeil africain. Le geste de Ibrahim Traoré n'est plus perçu comme un défi isolé, mais comme le déclencheur d'un mouvement continental. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant du Sahel a prouvé qu'un pays peut récupérer son or, ses terres et son respect sans demander la permission. Ce pacte symbolise un tournant où la dignité pèse plus lourd que les contrats, et la question n'est plus de savoir si l'Afrique se relèvera, mais comment elle choisira de le faire, par la peur des représailles ou par la foi en sa propre valeur. Chaque mot prononcé ce jour-là a ouvert une brèche dans la conscience collective du continent, et cette brèche ne se refermera plus. Le moment décisif n'a pas eu lieu à Ouagadougou, mais dans un bureau anonyme, où des dossiers poussiéreux dormaient depuis des années. C'est là qu'Ibrahim Traoré a découvert une équation impossible. Les mines burkinabées livraient 100% de l'or, mais l'État ne recevait que 10% des profits. Cette révélation, qu'on pourrait appeler la petite révélation, a servi de détonateur silencieux à une révolution économique. En comparant les chiffres des contrats coloniaux à ceux renégociés après 2022, l'écart s'est révélé vertigineux. Plus de 3 milliards de dollars sortirent du pays chaque année, dissimulés derrière des partenariats stratégiques. À partir de ce constat, Traoré a fait ce que peu de dirigeants avaient osé, publier publiquement les accords miniers. Les documents, autrefois classés confidentiels, exposaient noir sur blanc la mécanique de la dépendance. Il n'y avait pas de complot abstrait, seulement des clauses léonines, des taux de royalties dérisoires et des promesses d'investissement jamais tenues. Son geste, simple en apparence, a fait trembler la diplomatie. En un mois, le Burkina Faso est passé du silence à la transparence. Mais la véritable rupture n'était pas économique, elle était morale. Traoré a rappelé que la souveraineté ne se négocie pas, elle se prouve. Et cette preuve se mesure à la capacité d'un peuple à dire non quand le oui paraît plus confortable. Dans les rues de Ouagadougou, cette phrase « l'or n'est pas une malédiction, c'est une promesse » s'est propagée comme un feu de brousse. Elle marquait la fin d'un fatalisme historique, celui d'un continent convaincu d'être riche seulement pour les autres. Ainsi commença la nouvelle ère, celle où chaque gramme d'or extrait du sol burkinabé devait désormais briller d'abord pour ses enfants, et non pour des bilans étrangers. Dans le sillage de la réforme, un nouveau visage a émergé, celui de la ministre de l'Énergie et des Mines, une technicienne discrète devenue la traductrice concrète des idées d'Ibrahim Traoré. Sous sa direction, les premières fonderies locales ont ouvert leurs portes dans la périphérie de Koudougou. Les camions, autrefois alignés vers les ports étrangers, se sont arrêtés net. Désormais, le raffinage se ferait sur le sol burkinabé. Ce basculement semblait administratif, mais ses effets furent immédiats. Les villages proches des sites miniers ont vu apparaître de nouveaux emplois, des routes asphaltées et surtout une fierté collective qui remplaçait l'habitude de l'attente. Pour la première fois, les habitants comprenaient que la richesse sous leurs pieds pouvait financer leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs propres entreprises. Le slogan « L'or du peuple pour le peuple » a quitté les discours pour s'afficher sur les murs, les bus et les journaux. Ce n'était plus une promesse, mais une démonstration vivante. Ceux qui avaient douté ont été forcés de constater une évidence. La souveraineté n'est pas une théorie. Elle se voit, elle se touche, elle se construit, à coups de décisions courageuses et de gestes simples. Et dans cette reconstruction silencieuse, chaque Burkinabé devient un acteur du changement. Comme le répète Traoré, il ne s'agit pas de détester l'extérieur, mais de cesser de s'oublier soi-même. L'Afrique observait, partagée entre admiration et crainte. Si un petit pays enclavé pouvait reprendre le contrôle de son destin, que restait-il aux grandes nations pour justifier leur inertie? Tout s'est accéléré dès le lendemain du discours de Windhoek. Les chancelleries occidentales ont envoyé des câbles urgents, les marchés miniers ont frémi, et à Ouagadougou, les rues se sont remplies d'une foule brandissant des drapeaux rouges et verts.
Ibrahim Traoré venait de transformer une allocution panafricaine en un acte de rupture géopolitique. Le premier décret tomba avant l'aube. Suspension temporaire de tous les contrats miniers non révisés. Puis vint la vague d'audits. 42 concessions, 18 sociétés, 3 mois pour prouver leur conformité. Les experts internationaux parlèrent de chaos, mais sur le terrain, c'était une réorganisation méthodique. Des comités mixtes d'ingénieurs et de juristes travaillaient jour et nuit pour redessiner la carte des ressources nationales. À Kaya, des jeunes diplômés, jusque-là au chômage, furent recrutés pour surveiller les flux logistiques. À Gawa, d'anciennes carrières abandonnées furent réouvertes sous gestion publique. Et dans les ministères, les rapports s'empilaient, détaillant les marges oubliées, les taxes éludées, les tonnes d'or évaporées. Chaque chiffre confirmait la même vérité. Pendant 20 ans, le Burkina Faso avait donné plus qu'il ne possédait. Mais la réaction ne tarda pas. Certains médias étrangers parlèrent d'aventures populistes. Des investisseurs suspendirent leurs transferts. Et à l'intérieur, une élite nerveuse murmurait que le pays allait trop vite. Traoré répondit par une phrase devenue emblématique. Il n'y a pas de vitesse excessive lorsqu'on rattrape un siècle de retard. Pendant que les négociations s'enchaînaient, un autre front s'ouvrit, celui des alliances. La Namibie proposa un accord bilatéral pour partager les technologies de raffinage. Le Mali et le Niger exprimèrent leur intérêt pour une bourse sahélienne des métaux. Cette dynamique, baptisée par la presse Effet Traoré, s'étendit au-delà des frontières. Les mois suivants furent intenses. En janvier, promulgation du Code de souveraineté minière. En février, création du Fonds national pour la transformation locale. En mars, signature de l'accord de défense avec Windhoek. Chaque étape consolidait l'idée que le pays pouvait être pauvre en ressources financières, mais riche en volonté politique. Pourtant, derrière cette ascension se cachait une tension, la peur d'un isolement économique. Les institutions internationales restaient prudentes. Certaines menaçaient de suspendre l'aide budgétaire. Mais dans la capitale, la population répondait d'une seule voix « Nous ne demandons pas l'aumône, nous demandons le respect ». Le ton était donné. À mesure que le Burkina Faso reprenait le contrôle de son sous-sol, il reprenait aussi celui de son récit. Et dans les yeux des jeunes Africains, la figure du capitaine dépassait la politique. Elle incarnait une renaissance intérieure, celle d'un continent décidé à ne plus être spectateur de sa propre histoire. La réforme n'était pas seulement un discours. Elle s'est mesurée, vérifiée, comptée. 3 chiffres ont suffi à prouver l'ampleur du basculement opéré par Ibrahim Traoré. D'abord, plus 47%. C'est la part du profit national dans le secteur aurifère après la renégociation des concessions. En un an, la participation de l'État est passée de 10% à près de 57%, soit un gain net estimé à 2,1 milliards de dollars sur 12 mois. Chaque point supplémentaire de pourcentage représentait des milliers de bourses scolaires, des centres de santé réhabilités et un signal fort envoyé au reste du continent. La souveraineté, c'est d'abord une ligne comptable reprise en main. Ensuite, 18 000. C'est le nombre d'emplois créés directement ou indirectement par la relocalisation du raffinage et de la logistique minière. Là où des sous-traitants étrangers dominaient, des coopératives burkinabés ont pris le relais, soutenues par un programme baptisé Main d'or. Chaque usine inaugurée à Koudougou ou Bobo-Dioulasso devenait un symbole d'autonomie productive. La jeunesse, autrefois tentée par l'exil, découvrait qu'elle pouvait trouver sa place dans un modèle qui ne vendait plus son avenir. Enfin, de 1 à 3. En 12 mois, le nombre de raffineries nationales est passé d'une seule à 3, dont 2 à gestion publique mixte. Cette multiplication par 3 n'a pas seulement doublé la capacité de traitement du pays, elle a surtout triplé la confiance. Chaque gramme d'or désormais fondu localement signifiait une fuite de capitaux en moins, et une fierté en plus. Les économistes parlaient d'un effet de rebouclage interne. L'argent qui partait revient circuler dans les villages, les PME, les marchés. Mais derrière ces pourcentages, il y avait une philosophie, mesurée pour libérer. Traoré l'avait compris, sans données, pas de souveraineté, sans chiffres, pas de crédibilité. C'est pourquoi il imposa la publication trimestrielle des recettes minières, une première dans l'histoire du pays. Le tableau budgétaire devint une arme politique, un miroir tendu à tous ceux qui doutaient encore du changement. Et lorsque les chiffres parlèrent, le monde écouta. Les analystes occidentaux durent admettre que le modèle burkinabé, loin d'être un isolement,
devenait un laboratoire d'efficacité nationale. La Namibie, le Mali, la Guinée commencèrent à imiter la méthode. L'Afrique découvrait qu'elle pouvait chiffrer son indépendance. Ainsi, les données ne sont plus seulement des colonnes de nombres. Elles racontent une revanche, celle d'un peuple qui a transformé ses bilans en manifestes et son or en dignité mesurable. Les critiques n'ont pas tardé, et Ibrahim Traoré le savait. Dans les couloirs feutrés des chancelleries, deux discours s'opposaient frontalement. D'un côté, les économistes du Nord affirmaient qu'un petit pays enclavé ne pouvait pas survivre sans capitaux étrangers. De l'autre, les souverainistes africains répondaient que dépendre éternellement des mêmes acteurs, c'était choisir la pauvreté par habitude. Les premiers mettaient en avant le risque d'isolement, perte d'investissement, ralentissement de la production, inflation importée. Ils citèrent des précédents, le Venezuela, le Zimbabwe, pour prédire un scénario de stagnation. Mais les seconds répliquaient par les faits. L'or affiné localement ne s'exporte pas moins, il se vend mieux. Les marchés asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, ont rapidement signé des contrats directs, sans intermédiaires occidentaux. Le flux commercial s'est redressé en 6 mois, prouvant que l'autonomie ne rime pas avec autarcie. Les sceptiques parlaient d'idéalisme. Les partisans répondaient « ce n'est pas une utopie, c'est une méthode ». Et la méthode Traoré se distinguait par une règle simple. Aucune rupture sans solution de remplacement. Chaque entreprise étrangère partie laissait place à un groupement local formé pour la succession. Les ingénieurs burkinabés, longtemps marginalisés, devenaient les nouveaux visages de la compétence nationale. Même parmi les critiques, certains durent reconnaître la cohérence du projet. Un analyste européen concéda sur une chaîne internationale « Ce jeune président agit avec une rigueur qu'on ne peut pas balayer d'un revers idéologique. Il oppose des résultats à des croyances. Le Stillman argument, ici, n'est plus un duel rhétorique. C'est un test de réalité. Oui, l'Afrique peut échouer si elle s'enferme. Mais elle échoue déjà quand elle s'abandonne. Traoré n'impose pas un modèle de fermeture. Il ouvre la voie d'une interdépendance lucide. Et dans ce dialogue tendu entre prudence et audace, il incarne la troisième voie, celle d'une souveraineté adulte, capable d'écouter sans obéir. L'Afrique n'est pas pauvre, elle a été rendue pauvre. Cette phrase, lancée par Ibrahim Traoré au milieu d'une conférence internationale, fut le point de bascule, un moment qu'on pourrait nommer la révélation centrale. En moins de 8 mots, il résumait le cœur du combat. L'injustice n'est pas naturelle, elle est construite. Ce midpoint reveal a figé la salle, transformant un débat technique en déclaration existentielle. Les dirigeants présents savaient que la phrase ne visait pas un pays, mais un système, celui qui a transformé l'aide en dépendance, les prêts en chaînes invisibles et la coopération en contrôle. Dans le public, la présidente namibienne a simplement acquiescé. Elle comprenait que ce qu'il venait d'énoncer dépassait la politique. C'était une philosophie du réveil, un appel à reconstruire la dignité, non par les armes, mais par la lucidité. Ce jour-là, la fracture s'est inversée. Là où le Sud parlait avec prudence, il parla avec clarté. Là où le Nord expliquait, il dut écouter. Et dans ce silence chargé, une vérité s'imposait. Le Burkina Faso venait de rappeler au monde que la véritable indépendance n'a pas besoin d'autorisation. Les effets du modèle Ibrahim Traoré ne se sont pas limités aux frontières du Burkina Faso. En quelques mois, son discours sur la souveraineté a déclenché une onde de choc à travers tout le continent, redessinant les priorités de 4 grands ensembles. D'abord, les gouvernements. Plusieurs capitales ont revu leurs accords miniers et agricoles. Le Mali, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie ont lancé des audits pour évaluer la part réelle de leurs profits nationaux. Les présidents du Sahel parlent désormais d'économie de dignité, où chaque signature publique doit se traduire par un gain concret pour la population. Cette nouvelle grammaire politique s'inspire directement de la rigueur du capitaine burkinabé. Transparence, contrôle, courage. Ensuite, les entreprises locales. Le syndrome de la sous-traitance recule. Des coopératives minières ont émergé, fédérant ingénieurs, artisans et investisseurs africains. Le secteur bancaire, longtemps dépendant de garanties étrangères, s'ouvre à des fonds souverains régionaux. Une logique se renverse. Ce n'est plus l'étranger qui finance l'Africain, mais l'Africain qui apprend à financer l'étranger. Dans plusieurs pays, des labels « Made in Sahel » apparaissent, symbole d'un circuit productif autonome. Puis, les citoyens. La population burkinabé a vu les premières retombées sociales, routes rénovées, écoles rééquipées, dispensaires approvisionnés.
Mais au-delà des infrastructures, c'est le regard sur soi-même qui change. Les familles répètent une phrase devenue proverbe. Quand notre or reste ici, notre avenir brille aussi. La dignité n'est plus une abstraction. Elle se vit dans la simplicité du quotidien. Enfin, la jeunesse africaine. Elle constitue le cœur battant de cette transformation. Des universités au Ghana, au Sénégal ou en Namibie enseignent désormais des modules sur la pensée Traoré, mélange d'économie patriotique et de responsabilité collective. Des influenceurs, des artistes, des journalistes propagent l'idée que la souveraineté peut être tendance, que la fierté n'est plus une nostalgie, mais un projet d'avenir. Le mot « réveil » est devenu un hashtag continental. Il circule, il inspire, il rassemble. Et tandis que les institutions internationales hésitent, un sentiment nouveau s'installe, celui d'un continent qui apprend à ne plus attendre. Ce que Traoré a lancé n'est pas une mode, mais une mécanique de transformation. Chaque réforme inspire une autre. Chaque succès renforce la confiance. Le modèle burkinabé devient la preuve qu'un État africain, même petit, peut produire du changement à l'échelle du monde. À mesure que la réforme s'enracine, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 12 prochains mois du modèle Ibrahim Traoré. Elles ne sont pas des prophéties, mais des chemins de maturité politique. 3 miroirs où se reflète le destin d'un continent en renaissance. D'abord, le scénario du cap maintenu, qu'on pourrait voir comme le cas de base. Le Burkina Faso poursuit la consolidation de ses institutions économiques. Les raffineries atteignent leur rendement maximal, la balance commerciale se stabilise et l'État réinvestit 60% des bénéfices dans l'éducation et la santé. Dans ce scénario, la stabilité devient contagieuse. La Namibie, le Mali et la Guinée adoptent la charte Traoré sur la transparence des ressources. L'Afrique de l'Ouest verrait émerger un bloc économique centré sur l'autonomie énergétique et minière. Ensuite, le scénario de l'accélération panafricaine, qu'on pourrait qualifier d'optimiste. L'effet d'entraînement dépasse le cadre régional. Un fonds de défense et d'innovation du Sahel est créé, alimenté par les surplus miniers. Des corridors de production relient Ouagadougou à Windhoek, puis à Dar es Salaam. Les diasporas réinvestissent massivement, percevant enfin une gouvernance digne de confiance. Dans cette configuration, l'Afrique devient actrice de son propre marché intérieur, réduisant sa dépendance aux devises étrangères. Le rêve panafricain cesserait d'être un slogan pour devenir une mécanique fonctionnelle. Enfin, le scénario du choc externe, qu'on pourrait envisager comme le pire cas. Face au succès du modèle, les anciennes puissances économiques intensifient les pressions. Sanctions, isolement financier, campagnes médiatiques. Le risque serait de voir le Burkina Faso coupé de certaines chaînes d'approvisionnement stratégiques. Mais même ici, une leçon demeure. L'adversité révèle la solidité d'un projet. Les populations, déjà habituées à la résilience, pourraient transformer la crise en ciment d'unité. Quel que soit le scénario, une vérité subsiste. La souveraineté n'est pas une destination, c'est une discipline. Et si les 12 prochains mois décideront du rythme, le cap moral, lui, ne changera pas. Comme le dit Traoré, celui qui regarde l'avenir avec courage finit toujours par l'y rencontrer. À ce stade du récit, la politique s'efface pour laisser place à l'humain. Car derrière les réformes d'Ibrahim Traoré, ce sont des visages, des mains, des familles entières qui redécouvrent la valeur du mot avenir. Les anciens mineurs qui travaillaient pour des compagnies étrangères racontent aujourd'hui qu'ils dorment enfin avec le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux, leur pays. Dans les écoles de Ouaïgouya, les instituteurs expliquent à leurs élèves pourquoi le drapeau burkinabé flotte désormais devant des bâtiments construits avec l'argent de leurs propres mines. Et dans les marchés, les femmes commerçantes résument tout d'une phrase simple. Avant, on vendait notre or sans savoir pour qui. Maintenant, on vend notre travail pour nos enfants. Cette révolution intime, silencieuse, dépasse la géopolitique. Elle touche la conscience collective, elle éveille un orgueil tranquille. Les jeunes, souvent cyniques face à la politique, se surprennent à parler d'intégrité, de responsabilité, d'exemple. Ils comprennent que la liberté n'est pas un slogan crié dans la rue, mais une cohérence vécue au quotidien. Et si ce mouvement inspire, c'est parce qu'il montre que l'Afrique n'a pas besoin d'un miracle. Elle a besoin de cohérence. Traoré, par son exemple, ne demande pas qu'on le suive aveuglément, mais qu'on s'élève à sa hauteur morale. Son message s'adresse autant aux dirigeants qu'aux citoyens. Un pays se libère le jour où chacun agit comme s'il en était le gardien.
Dans cette phrase se trouve le véritable cœur de la transformation. Ce n'est pas un homme qui sauve une nation, c'est une nation qui apprend à se sauver elle-même. Pour que le modèle Ibrahim Traoré devienne une architecture durable, 5 étapes précises se dessinent. Elles ne relèvent pas de la théorie, mais d'une mécanique politique, économique et morale que tout État africain peut adapter à sa propre réalité. Premièrement, réaffirmer la souveraineté législative. Chaque pays doit revoir ses cadres juridiques afin que les ressources nationales appartiennent prioritairement à la nation. Une loi claire, sans exception, vaut mieux qu'un traité avantageux mal compris. Deuxièmement, construire la capacité locale. Investir dans la formation technique, la métallurgie, l'ingénierie et l'économie des ressources. Sans savoir-faire, la souveraineté reste symbolique. Traoré insiste. L'indépendance sans compétence n'est qu'un drapeau dans le vent. Troisièmement, diversifier les alliances. Équilibrer les partenariats avec l'Asie, l'Amérique du Sud et les voisins africains. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais d'élargir le cercle de confiance. Les corridors transsahéliens et afro-caribéens constituent les premiers leviers d'un marché libre africain. Quatrièmement, rendre les données publiques. Instaurer un tableau de bord trimestriel sur les revenus, les exportations et les taxes minières. La transparence est le meilleur bouclier contre la corruption et le soupçon. Cinquièmement, mesurer la dignité. Ce dernier point, purement symbolique, ancre la philosophie Traoré. Un État ne se juge pas seulement à son PIB, mais à la part de citoyens capables de vivre sans humilier ni être humiliés. Ce plan, s'il est appliqué avec constance, pourrait transformer le Burkina Faso en école de souveraineté continentale. Et plus qu'un programme de gouvernement, c'est une méthode d'éveil, celle d'un peuple qui s'éduque à se respecter lui-même. Au crépuscule d'un long combat, Ibrahim Traoré regarde le Sahel s'illuminer de reflets d'or et de poussière. Dans cette lumière rouge et sable, il n'y a ni triomphe ni gloire, seulement la paix de celui qui a tenu parole. Le miroir africain qu'il a brandi face au monde n'était pas une arme, c'était un rappel que la dignité ne se réclame pas, elle se reconquiert, grain après grain, geste après geste. Et quand le Burkina Faso se regarde aujourd'hui, il ne voit plus une nation à genoux, mais un peuple debout, conscient de sa valeur. Le reflet a changé. Il ne montre plus le visage d'un continent dépendant, mais celui d'une Afrique qui s'assume. Dans chaque enfant qui apprend à lire sous un toit construit grâce à l'or du pays, dans chaque femme qui vend ses produits sur un marché libre, le message se perpétue silencieusement. La révolution Traoré n'a pas de tambour. Elle a des racines. Et c'est peut-être là son plus grand triomphe, avoir remplacé le vacarme de la colère par la musique tranquille, de la dignité retrouvée. L'histoire qui s'écrit aujourd'hui entre Ouagadougou et Windhoek n'est pas un épisode isolé. C'est une invitation adressée à tous ceux qui croient encore que l'Afrique doit attendre pour être respectée. Le modèle Ibrahim Traoré nous rappelle que la souveraineté n'est pas un rêve à admirer, mais une responsabilité à assumer. Alors, que peut faire chacun de nous? Parler de cette transformation, la partager, la débattre, non pas pour glorifier un homme, mais pour comprendre une méthode. Apprendre à mesurer notre richesse autrement, non par ce que nous possédons, mais par ce que nous refusons de perdre. Soutenir les médias, les enseignants, les artisans, tous ceux qui participent à cette reconstruction du regard africain sur lui-même. L'Afrique n'a pas besoin de permission pour se lever, elle a besoin d'unité pour marcher. Et chaque voix qui s'élève, chaque main qui construit, chaque esprit qui s'instruit devient une pierre de ce chemin commun. Alors, à vous qui lisez ces mots, que laisserez-vous derrière, sinon le courage de continuer ce réveil? Parce qu'en vérité, l'ère du silence est révolue. L'ère de la conscience africaine vient de commencer.